Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de cette édition. Le président sénégalais Macky Sall a achevé sa visite d'État de 72 heures en Côte d'Ivoire. Il s'est envolé pour Dakar ce samedi. Une visite marquée par plusieurs activités couronnées par un dîner organisé en son honneur par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont célébré la coopération entre leurs pays. Nous vous proposerons un dossier sur l'amitié ivoiro-sénégalaise. Nous ferons un focus sur la communauté sénégalaise vivant en Côte d'Ivoire, précisément celle résidant à Treichville. Elle y est établie depuis des décennies et est bien intégrée. Mais pourquoi Treichville? Ce lien date de quand? Comment s'organisent les Sénégalais? Réponse dans ce journal. De l'autre côté du globe, à Paris, se tient la 63e réunion du programme de développement des médias de l'UNESCO. Le ministre Sidi Touré y prend part. C'est un forum des Nations Unies qui veille à l'équité, la liberté de presse et l'aide au financement des projets de développement des médias. La Côte d'Ivoire intégrera le Conseil intergouvernemental. Enfin, les bureaux de vote ont fermé en Mauritanie à l'issue de la présidentielle tenue ce samedi. Le dépouillement a commencé. 6 candidats, dont 5 issus de l'opposition, sont en lice pour succéder au président sortant Mohamed Ould Abdelaziz, qui ne peut plus briguer un autre mandat selon la Constitution. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Pour les uns, c'était le héros. Pour d'autres, c'était le sanguinaire. Que dire de l'Almami Samori Touré, l'empereur du Wassoulou? Il est considéré comme l'un des plus grands résistants à la pénétration coloniale en Afrique de l'Ouest. Quel est Tigui ou chef de guerre, diplomate, père de famille, homme d'État, il reste un personnage aux multiples facettes. Et ce soir, dans la page culture, notre invité, Dr Isiaka Diakité Kaba, nous conduira sur les pas de l'Almami. Son roman historique nous relate un pan de notre passé qui n'a pas été un long fleuve tranquille. Bonsoir, Dr Diakité. Bonsoir. Alors, il existe plusieurs écrits sur Samori Touré, notamment des livres d'histoire qui nous édifient sur sa vie et son parcours. Et alors, pourquoi nous conduire sur les pas de l'Almami à travers un roman historique? Bonsoir, je vous remercie de me recevoir. Un roman historique, c'est un texte particulier. La particularité, c'est qu'il faut combiner à la fois le texte historique qu'on connaît et les techniques du roman qui, par définition, sont de la fiction. Donc, c'est une nouvelle approche pour relater une histoire, pour rendre l'histoire plus attrayante. Et justement, vous avez fait assez de découvertes sur l'Almami Samori Touré. Vous nous en direz davantage dans une trentaine de minutes dans la page culture. À tout à l'heure, Dr Diakité, vous restez pour le moment avec nous. On va commencer par ces images de revoir du président Macky Sall à la Côte d'Ivoire. Le président sénégalais a achevé sa visite d'État de 72 heures à Abidjan. Il a regagné son pays ce samedi après d'intenses activités réalisées en terre ivoirienne. L'hôte de la Côte d'Ivoire a été raccompagné à son avion par le président Alassane Ouattara. Son séjour à Abidjan a été marqué, entre autres, par des entretiens avec son homologue ivoirien et par la signature d'accords bilatéraux portant, entre autres, sur l'énergie et le commerce. Voilà, l'excellence de la relation ivoiro-sénégalaise a été célébrée. Vous allez le voir autour d'un dîner. Les présidents Alassane Ouattara et Macky Sall ont réaffirmé leur volonté d'intensifier la coopération entre leurs pays dans les domaines comme le commerce et l'investissement. Mama Traoré, Alexis Ouedraogo. Macky Sall, élevé à la dignité de grand croix par le chef de l'État Alassane Ouattara, son épouse Marième Faye Sall, première dame, faite commandeur de l'Ordre national de la République. Deux distinctions pour traduire l'amitié profonde entre les deux pays. Rappelant les liens historiques et solides entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara s'est voulu optimiste quant à l'avenir de la relation ivoiro-sénégalaise. Monsieur le Président, chers frères, votre visite témoigne de l'exemplarité et de l'excellence des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qu'entretiennent nos deux États depuis des décennies. Elle illustre également la continuité des liens séculaires et privilégiés qui unissent nos deux peuples. Oui, Monsieur le Président, les peuples sénégalais et ivoiriens sont deux peuples frères. Hier, nos dévanciers, les présidents Léopold Sédar Senghor
et Félix Houphouët-Boigny ont mené le combat pour l'indépendance et la souveraineté de nos pays respectifs. Aujourd'hui, vous et moi avons la lourde responsabilité de mener ensemble le combat pour le développement de nos États en vue de les conduire vers l'émergence. Je voudrais former le vœu de voir de plus en plus d'hommes d'affaires sénégalais investir en Côte d'Ivoire, ainsi que de plus en plus d'hommes d'affaires ivoiriens investir au Sénégal en vue de faire émerger des champions nationaux dans nos deux pays. Je suis animé d'une foi inébranlable en l'avenir radieux des relations entre nos deux pays en raison de notre volonté commune de donner le meilleur de nous-mêmes dans le renforcement des relations sénégalo-ivoiriennes. Pour le chef de l'État sénégalais, l'axe Yamoussoukro-Dakar se doit être un modèle d'intégration et de coopération sud-sud réussi. Au plan bilatéral, l'amitié et la coopération sénégalo-ivoirienne restent solides et dynamiques. Selon la formule consacrée, il n'y a aucun nuage entre Dakar et Abidjan. Notre défi majeur est de poursuivre, élargir et intensifier nos échanges en tenant des nécessités et enjeux nouveaux pour conforter nos acquis bâtis sur plusieurs décennies d'efforts constants, de confiance mutuelle, d'estime réciproque et de fraternité humaine. Je souhaite à ce propos que nos gouvernements conviennent d'une date pour la tenue de la 10e session de commission mixte de coopération dont la 9e avait eu lieu à Dakar en mars 2014. Avant de lever un toast en l'honneur de l'amitié ivoiro-sénégalaise, Macky Sall a émis le vœu de voir son homologue ivoirien effectuer une visite d'État au Sénégal dans les mois à venir. La coopération énergétique est aussi envisagée dans cette coopération. Pour joindre l'acte à la parole, le président Macky Sall s'est rendu ce vendredi sur le site de la centrale thermique de la Cyprel, la compagnie ivoirienne de production d'électricité. Le chef de l'État sénégalais est allé s'imprégner du fonctionnement de cette entreprise dotée d'une puissance installée de 556 MW. Mama Traoré nous en dit plus. Du bruit assourdissant, mais utile pour la production d'électricité. Depuis cette centrale thermique située en zone portuaire, la Cyprel, compagnie ivoirienne de production d'électricité, fournit à la Côte d'Ivoire 31% de ses besoins en énergie, l'équivalent de 556 MW de courant électrique. Cet apport significatif est le fruit de 330 milliards de francs CFA d'investissement en 20 ans, ce qui fait de la Cyprel le fleuron du secteur ivoirien de l'électricité, un secteur en plein essor ces dernières années. De 2011 à 2018, les principaux indicateurs du secteur de l'électricité ont connu des évolutions remarquables, notamment une augmentation d'environ 60% de la capacité, en passant de 1391 MW en 2011 à environ 2200 MW en 2018. Le taux de couverture du pays est passé de 33% à environ 60%. Le temps moyen de coupure d'électricité a été réduit de plus de moitié, passant d'environ 48 heures à 22 heures par an. Et pour finir, le rendement global du secteur est passé de 72% à 80%. Avec le plan Sénégal émergent, le président Macky Sall ambitionne de fournir aux Sénégalais de l'énergie en quantité, en qualité et moins coûteuse. C'est ainsi qu'il a visité ce vendredi les installations de la Cyprel afin de s'inspirer de ce modèle de partenariat public-privé réussi. Ce que nous avons vu cet après-midi montre que la Côte d'Ivoire a osé assez tôt d'engager une réforme pionnière. La Côte d'Ivoire, on le sait, est un pays qui vend de l'énergie à beaucoup de pays limitrophes, mais aussi qui a eu des ressources assez tôt. Et en tout cas, je ne peux que me réjouir de ce que j'ai vu ici. Et on sait que sans énergie, il n'y a point de développement. L'énergie
étant le moteur de la croissance économique. Et je voudrais féliciter le gouvernement aussi pour la mise en œuvre de la vision du président Ouattara. Entre Africains, nous devons pouvoir travailler ensemble dans le cadre du renforcement et de la modernisation de nos systèmes électriques. Dans la perspective de cette coopération sud-sud renforcée, la Côte d'Ivoire et le Sénégal viennent de signer un accord de coopération dans les domaines du pétrole et de l'énergie. Des échanges d'énergie sont également prévus entre les deux pays grâce à la réalisation de lignes de postes de haute tension dans le cadre du plan directeur de la CEDEAO sur la période 2019-2033. La relation ivoiro-sénégalaise se consolide au fil des années. Vous allez le voir dans ce reportage réalisé à Treichville sur la communauté sénégalaise vivant en Côte d'Ivoire. Cette commune abidjanaise, dit-on, est aux couleurs sénégalaises. Ils y sont établis depuis des décennies et exercent diverses activités. Commerçants, bijoutiers, couturiers, restaurateurs et autres sont bien intégrés. Mais pourquoi le choix de Treichville? Ce lien date de quand? Comment s'organisent les Sénégalais? Élément de réponse dans ce dossier signé Serge Coléa. Treichville, la commune cosmopolite située au sud d'Abidjan. La cité Zassa accueille plusieurs communautés de la sous-région ouest africaine. Mais historiquement, Treichville demeure la cité de prédilection de la communauté sénégalaise. Tout a commencé ici, dans ce quartier de l'avenue 6, appelé quartier Sénigué. Le vieux Sénigué, donc c'est un de nos grands-pères du quartier. Ce quartier a été créé par les premiers Sénégalais qui sont arrivés en Côte d'Ivoire vers les années 1840. Tous les premiers Sénégalais qui sont arrivés se sont installés ici. Et tous les Sénégalais qui viennent jusqu'à présent continuent à venir s'installer dans le quartier. La mosquée, on dit la mosquée sénégalaise qui se trouve dans ce quartier. Donc ça fait que toute la communauté sénégalaise se retrouve bien dans ce quartier-là. Tante Tine est arrivée à Treichville à l'âge de 13 ans à la suite de ses parents et grands-parents. Cela fait 50 ans qu'elle vend des mets sénégalais, notamment le tsepoudjen. Vraiment, ça fait longtemps ici. Depuis le fait douanier, il est là, nous on est là avec le fait douanier. Ça fait longtemps, tous les mon enfants, on est né ici. On a grandi ici. Il va au Sénégal, il vient. Aujourd'hui, sa fille, née en Côte d'Ivoire il y a 27 ans, est en passe de poursuivre l'entreprise familiale après ses études en restauration. J'ai gardé les deux cultures, que ce soit ivoirienne ou sénégalaise, parce que j'ai fait les deux pays et je connais les domaines des deux pays. Non loin du restaurant de Tante Tine, un atelier de cordonnerie. Cet atelier de cordonnerie a vu passer des générations de jeunes Sénégalais, d'habiles artisans qui se sont bâtis une réputation à Treichville et dans le district d'Abidjan. Le magasin là, presque depuis 50 ans, ça est là, le même magasin où nos papas ont travaillé, nos grands frères ont travaillé aussi. Donc nous aussi, nous sommes là aujourd'hui. Donc ce qui fait qu'il y a la qualité ici. Entre les Sénégalais et Treichville, c'est une vieille histoire d'amour. Quand je causais avec mon père, lui nous racontait un peu de la Côte d'Ivoire, il parlait d'Avenue 6 à Treichville. Déjà, ça a commencé à m'intéresser. Même quand l'équipe de Côte d'Ivoire jouait même en Coupe d'Afrique, moi j'ai supporté Côte d'Ivoire déjà. L'ancien président, Houphouët-Boigny, il avait marié une de nos tantes sénégalaises. Donc c'est pour cela que les Sénégalais, ils sont à l'aise ici. Le rêve de venir à Abidjan, précisément à Treichville, a bercé beaucoup de membres de cette communauté. Modou Gueye, bijoutier au marché de Belleville, en fait partie. La bijouterie, c'est notre domaine. On peut dire que c'est notre héritage. Parce que nos arrière-parents, eux tous faisaient la bijouterie. Bijoutiers, couturiers ou encore restaurateurs, ces Sénégalais ont lié depuis des décennies leur destin à la Côte d'Ivoire. Arrivé en Côte d'Ivoire en 2000, j'ai dormi chez mes frères pendant 6 mois. Après, j'ai gagné ma chambre, une chambre. Après, j'ai quitté une chambre, j'ai gagné un appartement. J'ai allé là-bas et puis ma femme est venue avec les enfants et on est ensemble. Mon projet, je vais installer autre chose au Sénégal là-bas. Parce que si j'ai fini de construire ma maison, je vais rentrer. Kassé est un spécialiste du bazin cousu et brodé. Un doyen de la communauté qui a vu Treichville évoluer depuis les années Houphouët-Boigny.
J'avais une femme ivoirienne, on a une fille. Bon, malheureusement, on n'est plus ensemble. Et aujourd'hui, moi, je suis venu ici, quel âge? Très jeune. Donc, je peux dire que ce que je connais ici, je ne connais pas ça au Sénégal. Si je dis depuis le président Oufoué, j'habillais presque toutes les grandes personnes. Le pays, comme il y a la famille là-bas, il faut construire aussi pour eux. Mais ici, on vit ici, il faut construire ici aussi. Ici, c'est chez nous. Madame Sam est ivoirienne. Elle a épousé un Sénégalais il y a 20 ans. Elle est surtout la présidente de l'association des Ivoiriennes épouses de Sénégalais. L'association compte une centaine de membres. Le Wolof, je comprends un peu, mais pour parler là, c'est un peu difficile. C'est ça qui est mon problème. Sinon, vraiment, je me sens à l'aise. Mes beaux-parents aussi m'ont accepté. Moi-même, je me suis rendue au Sénégal. J'ai fait 1 mois de congé avec mon 2e garçon, parce que nous avons 5. Quelles que soient les activités qu'ils mènent, les membres de la communauté sénégalaise ont su planter leurs racines à Trècheville, une cité qui mérite bien son appellation de commune Zassa, un modèle d'intégration et d'unité qui n'est pas prêt de s'arrêter de sitôt. Et voilà, Trècheville, une commune abidjanaise aux couleurs sénégalaises, un dossier réalisé pour vous par Serge Koléa. La Côte d'Ivoire exprime ses opinions et fait aussi des propositions au Centre régional africain d'administration du travail. Le CRADA vient justement de tenir sa 38e session. Elle a été présidée par le ministre Pascal Kwaku Abina qui assure la présidence du conseil d'administration. Les ministres membres de cette école de formation des cadres africains ont évoqué l'avenir de ce centre. Des propositions ont été faites pour son fonctionnement, comme nous le rapporte Mamadou Kwasi. Les ministres en charge du travail des 18 États membres du CRADAT, Centre régional africain d'administration du travail, au chevet de leur institution. Le CRADAT, cette structure panafricaine, est en proie à plusieurs difficultés, dont l'une des plus importantes est le dysfonctionnement dû au retard de cotisation de plusieurs pays. Le CRADAT a été créé depuis 1954. Il avait pour vocation de former les agents des administrations du travail des différents pays. Les années passant, le CRADAT a tâché de diversifier quelque peu ses activités, de sorte qu'il propose désormais des formations payantes, des masters, des formations en ressources humaines, qui sont accessibles aux différentes personnes qui souhaitent se faire former. Au cours de cette 38e session extraordinaire tenue à Genève en Suisse, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kwaku Abina, par ailleurs président du conseil d'administration du CRADAT, a exhorté ses collègues membres de cette organisation à plus d'actions rigoureuses pour redynamiser davantage cette école qui a fait la fierté de l'Afrique francophone. Le CRADAT, dont l'une des missions essentielles est d'œuvrer au développement de l'administration du travail, doit s'adapter aux transformations de la société, notamment celles auxquelles le monde du travail est confronté. De ce fait, après la mise en œuvre de son plan stratégique 2016-2018, il s'emploie à conforter son positionnement à travers la bonification de ses offres de formation, la promotion de la recherche et la valorisation de son expertise. Cette session a vu la désignation de Burkinabé Herman Hien comme directeur général du CRADAT, institut de formation situé à Yaoundé au Cameroun. Prochaine rencontre pour débattre de l'avenir du CRADAT, septembre 2019 au Cameroun. Le secrétaire d'État chargé de la promotion des PME a entamé depuis le mois de février une tournée de sensibilisation et d'information à l'endroit des petites et moyennes entreprises. Cette initiative vise à amener les PME à prendre une part plus importante dans la création de richesses. Voyons l'étape d'Abobo et d'Ayamé avec nos reporters Nadia Iga et Jean-Luc Bambo. Après plusieurs visites effectuées à l'intérieur du pays et dans les communes de Makori et Yopougon, c'est au tour des communes d'Abobo et d'Adjamé d'accueillir la tournée de sensibilisation du secrétaire d'État en charge des PME. Occasion pour elles d'exposer leurs difficultés. Le problème qu'on a, c'est les marchés. Si déjà les moyens sont mis en place, on peut tenir une comptabilité, on peut avoir des commerciaux dans nos PME,
Voilà, ça va nous permettre d'acquérir les marchés depuis l'extérieur. Pourquoi pas? Parce que nous sommes limités seulement qu'à Bobo. Elles ont été par ailleurs invitées à contribuer plus efficacement à l'économie. C'est vous qui allez créer des petites sociétés pour créer de la richesse propre à notre pays. Si vous contribuez à plus de 60-70% au PIB de la Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadougon va plus avoir mal à la tête pour chercher au eurobond parce que notre pays pourra s'assumer. Cette séance d'information a permis d'instruire les PME sur le statut d'entrepreneur. Ce n'est pas encore des PME parce que effectivement ce sont des personnes physiques. Il faut d'abord une personne physique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas créer en société. Mais le chiffre d'affaires, c'est que vous êtes à moins de 50 millions. Eux, leur déclaration va se faire simplement devant l'agence Côte d'Ivoire PME, généralement pour 5 ans. Parce que vous vous entraînez pour que désormais vous deveniez des PME. Une notion jusque-là méconnue qui suscite des espoirs. Aujourd'hui, on a un statut, on sait que les gens vont venir vers nous. Nous sommes le plus gros marché de l'Afrique de l'Ouest et donc on doit être connu. L'État même doit pouvoir faire la publicité du marché pour que les gens viennent, pour qu'on ait des partenaires. Au cœur du quotidien des PME, Félix Anoblé a insisté sur une meilleure organisation des acteurs du secteur. Nous avons insisté beaucoup sur la formation des PME, l'encadrement des PME, mais surtout aussi sur l'organisation des fêtières qui doivent permettre aux PME donc de se mettre ensemble pour pouvoir défendre leurs intérêts dans un même but. L'État a pris plusieurs initiatives pour le développement des PME. Il s'agit entre autres de la loi de promotion des PME et de la mise en place de fonds pour financer les PME. De l'autre côté du globe, à Paris, capitale française, se tient la 63e réunion du programme de développement des médias de l'UNESCO. Le ministre de la Communication et des médias, Sidi Touré, y prend part. C'est un forum des Nations Unies qui veille à l'équité, la liberté de presse et l'aide au financement des projets de développement des médias dans le monde. Franck Quadio est notre envoyé spécial en France. Siège de l'UNESCO, Paris. Le ministre de la Communication et des médias, Sidi Touré, à la 63e réunion du Programme international pour le développement de la communication, PIDC, un forum du système des Nations Unies menant la réflexion sur des médias plus justes dans le monde, mais aussi les questions du financement du projet. À la tribune, le ministre Sidi Touré a marqué la volonté du gouvernement ivoirien d'œuvrer à la dynamisation du secteur, mais cela passe par la professionnalisation. Nous devons, en tant qu'État et le gouvernement, développer et multiplier les initiatives et les actions en faveur des médias afin de renforcer et de dynamiser leur participation pleine et effective à la construction et à la préservation de la paix. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, grâce aux abonnements de SMS par exemple, aux applications et à la publicité en ligne, des structures telles que notre agence ivoirienne de presse ou la radio-télévision ivoirienne ou encore la Société nouvelle de presse et d'édition arrivent à générer un revenu additionnel via ces nouveaux outils. La professionnalisation implique également une meilleure régulation et un traitement plus rapide des requêtes par les structures étatiques. En la matière, la Côte d'Ivoire a déjà engagé des actions. La révision des statuts du régulateur de presse, ancien Conseil national de la presse, et la création d'une commission d'accès à l'information publique, entre autres. Le ministre de la Communication de Côte d'Ivoire, Sidi Touré, sollicite l'appui de l'UNESCO pour la réalisation de nouveaux projets, les radios rurales et la formation des professionnels des médias en l'occurrence, tout en saluant les efforts déjà accomplis. Notons que le PIDC a financé 11 projets entre 1988 et 2015. Aux côtés de Denise Oufouette-Boigny, ambassadeur de la Côte d'Ivoire près de l'UNESCO, Sidi Temoko Touré a rencontré Moïse Chakrouk, sous-directeur général de la communication et de l'information. En bonne place à des échanges, la question de l'élection de la Côte d'Ivoire au programme international pour le développement de la communication. Des échanges jugés fructueux et une journée de travail qui s'est achevée par une visite dans les locaux du Conseil supérieur de l'audiovisuel français, le CSA. Et sur place ici, en Côte d'Ivoire, l'ONU Femmes, soutenue par l'UNESCO, le programme des Nations Unies pour le développement et par l'Union africaine, renforce les capacités des femmes leaders politiques. Quelle implication pour un scrutin électoral apaisé? Le sujet retient l'attention des femmes vivant ici en Côte d'Ivoire. Le pays, justement, se prépare à organiser la présidentielle l'année prochaine en 2020. Kader Sogodogo.
Briser les clivages entre les femmes leaders politiques et définir un plan d'action conjoint pour des élections apaisées en 2020. Les partenaires au développement se tiennent ainsi aux côtés du pays. ONU Femmes, l'Union africaine, l'UNESCO et le PNUD veulent amener ces femmes à une prise de responsabilité. Au-delà des clivages politiques, ce qui nous rassemble est plus grand que ce qui nous sépare. Nous sommes des femmes, nous sommes des sœurs, nous sommes des filles, nous sommes des mères. Nous connaissons notre nature. Lorsque nous voulons détruire, nous savons détruire. Et réduire les choses en cendres, nous l'avons vu dans certains pays. Mais lorsque nous souhaitons construire, nous pouvons construire. Et j'ai confiance qu'ensemble, si nous construisons et si nous travaillons ensemble, nous construirons l'émergence de la Côte d'Ivoire, la stabilité de la Côte d'Ivoire. Renforcement des liens pour une mutualisation des efforts visant à prévenir des conflits pendant et après les élections. Appropriation de notions telles que le civisme et la paix. Des femmes leaders politiques s'engagent déjà. Nous sommes un à partir de plusieurs peuplades, à partir de plusieurs ethnies. Donc nous disons non au communautarisme ethnique, nous disons non à la politique tribale, parce que pour nous, la Côte d'Ivoire est ce qu'il y a de meilleur et de plus beau. Et nos intérêts personnels ne doivent pas primer, ne doivent pas être au-dessus de ce qui pour nous est la Côte d'Ivoire. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Pourquoi alors nous ne pouvons pas avoir la paix en Côte d'Ivoire? Pour question de personnes. Donc, nous sommes tous importants en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous souhaiterions, nous les femmes qui sommes ici, nous entendre, aller trouver nos frères, nos fils, nos maris, pour leur dire que nous voulons la paix. Pour les femmes aussi, il faut qu'on soit sincère. Même si tu es dans un parti politique et que ton leader, tu vois que ton leader fait des choses qui ne sont pas bien pour la paix, il faut le ramener à la raison. Il faut l'amener à savoir que c'est la population d'abord. L'atelier de Yamoussoukro va durer 5 jours avec l'espoir de voir ces femmes leaders politiques bannir la haine et la violence dans le jeu politique en Côte d'Ivoire. Voilà, la cohésion, l'unité et la paix sont des valeurs prônées par d'autres acteurs politiques sur le terrain avant la présidentielle de 2020. Et l'un des cadres du RHDP, le ministre Amédée Kofi Kwaku, appelle au rassemblement dans la région du Gor. Il a échangé avec la chefferie BT de cette région en marge de l'investiture du président de la communauté baoulé du Gor. Léon Brou pour le reportage. Dialogue Amédée Kwaku, chef coutumier BT, Gagou et Gouro de Diego Nefla, Oumé, Nyabodunyoa, Ouragayo, Guibérois et Gagnoa. Des échanges selon le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier pour comprendre les besoins de développement dans la région du Gor. Les chefs ont souhaité bénéficier de développement, c'est-à-dire avoir des routes, de l'eau, des centres de santé, en tout cas tout ce qui est développement. Et nous leur avons dit que tout ça ils peuvent l'avoir, mais seulement que notre pays reste un pays en paix. Réconciliation et paix, conditions du développement. Sur la question, une proposition de la chefferie du Gor au gouvernement. Œuvrer pour le retour de ceux des fils de la région encore en exil. Nous avons souhaité porter ce message au président de la République. Nous allons porter le message, échanger avec Madame la ministre de la Solidarité. Nous allons prendre avec eux la liste de ces personnalités qui sont toujours en exil pour que le chef de l'État puisse apprécier, pour que assez rapidement ces personnes-là puissent revenir en Côte d'Ivoire, pour que la réconciliation souhaitée par le président puisse se faire. Parce que, comme je le dis toujours, nous avons un seul pays et l'ensemble des Ivoiriens doivent pouvoir vivre en paix, dans la tranquillité, dans leur pays. CAFOP, fin du périple d'Amédée Kwaku à Gagnoa. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier visite les infrastructures, notamment la bibliothèque. Il l'a fait réhabiliter et équiper à l'occasion du 40e de ce centre d'animation et de formation pédagogique. Sur le terrain diplomatique à présent, notez que les relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine sont en bonne santé. Cette semaine, à l'ambassade de la République populaire de Chine, le nouvel ambassadeur, Wang Li, a fait le point des acquis issus de la coopération sino-ivoirienne. Il a aussi évoqué les chantiers ouverts grâce à cette collaboration. Woyon Télésoro, Abou Sanogo pour le reportage. Au cœur de l'ambassade de Chine, Wang Li, nouvellement accrédité en qualité d'ambassadeur au mois de mai 2019 en Côte d'Ivoire, prend ses marques en nouant le contact avec la presse nationale.
pour un objectif clairement affiché, celui d'établir le point complet du travail abattu par ses prédécesseurs. Les travaux du stade de San Pedro, du stade de Koroko contribueront à relever la capacité ivoirienne à apprêter les grandes compétitions internationales comme la CAN. En outre, des projets de dons avancent d'un bon rythme, comme le stade olympique d'Ipampé. Il y a 60 000 places pour ce stade. Et le lycée d'excellence nommé lycée Alassane Ouattara Amitié Sino-Ivoirienne, situé à Grand Bassam. Et les travaux seront achevés avant l'entrée scolaire de cette année. L'ambassadeur Wanli s'est également projeté en termes de réalisations à venir, s'inscrivant dans la dynamique d'accompagner la Côte d'Ivoire à la concrétisation de son émergence. En 2019, la Chine va offrir un deuxième patrouilleur à la marine ivoirienne. En ce qui concerne les échanges culturels et humains, nous sommes en train de travailler à la mise en place d'un centre culturel chinois à Abidjan. La Chine et les États-Unis sont respectivement la deuxième et la première économie du monde. La position chinoise reste constante et claire. Nous ne voulons pas de guerre commerciale. Dans ce mois de juin rythmé par la CAN masculine de football, la Chine présente 2 rendez-vous. Le premier, du 24 au 25 juin à Beijing, qui débouchera sur une déclaration commune des coordinateurs chargés de la mise en œuvre des décisions arrêtées lors du sommet de Beijing planchant sur la coopération sino-africaine. Pour le domaine de l'exposition, la toute première se verra consacrée à l'économie et au commerce existant entre la Chine et l'Afrique, prévue du 27 au 29 juin à Changsha. La Mauritanie, également liste pour la CAN 2019, attend de connaître son prochain président. Les bureaux de vote ont fermé à l'issue de la présidentielle tenue ce samedi. Le dépouillement a donc commencé. 6 candidats sont en lice pour succéder au président sortant Mohamed Ould Abdelaziz, qui ne peut plus briguer un autre mandat. Ils étaient près d'1 500 000 électeurs dans les urnes pour départager les 6 candidats, dont 5 sont issus de l'opposition. Voilà, vous suivez RTI 1. Merci. Vous savez, nous sommes samedi, c'est l'heure de parler culture à présent. La plus belle fille de Côte d'Ivoire, Tara Gueye, élue Miss Côte d'Ivoire 2019 et ses dauphines ont reçu les encouragements du ministre de la Culture et de la Francophonie. Maurice Mandaman leur a offert des livres et les a invités à être des ambassadrices de leur pays, la Côte d'Ivoire, durant ce mandat d'1 an. Serge Collier. Élue le samedi 1er juin 2019, Tara Gueye est la nouvelle reine de la beauté ivoirienne. La Miss Côte d'Ivoire 2019 a présenté sa couronne au ministre de la Culture et de la Francophonie, accompagné de ses dauphines. Le ministre Maurice Kwaku Bandaman a exhorté la Miss Côte d'Ivoire à être une digne représentante de son pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, notre beau pays, est un pays de rencontres, de brassage et de métissage. Et c'est ce qui fait notre beauté et notre force. Nous devons donc être fiers de notre pays et soutenir notre Miss et ses dauphines. Nous félicitons le jury et le public pour les choix opérés, car l'unité a été faite sur la beauté, le naturel et l'intelligence de notre Miss et de ses dauphines. Pour les encourager, le ministre de la Culture et de la Francophonie a offert 500 000 francs CFA à la Miss et 250 000 francs à chacune des 4 dauphines. À cela s'ajoute une collection de livres à chacune des 5 représentantes de la beauté ivoirienne. Objectif, renforcer le goût de la lecture des Miss. Un geste apprécié par le président du comité Miss Côte d'Ivoire, Victoria Pobi, et son équipe. Ouassolo sur les pas de l'Almami Samori Touré, c'est le titre de l'ouvrage que vient de publier l'auteur ivoirien Issaka Diakité Kaba. Il est notre invité de la page culture de ce samedi. On vous retrouve, docteur Diakité.
Et d'après les livres d'histoire, Samori Touré est né en 1830 à Maniabaladougou, dans l'actuelle Guinée. Il fut le fondateur de l'Empire Wassoulou, l'empire à cheval entre le Mali, vous allez le confirmer, entre le Mali, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Alors, quelle est la nationalité de l'Almami? Oh, bon, c'est difficile à dire. De nos jours, les Guinéens disent que c'est un Guinéen, peut-être les Maliens disent que c'est un Malien. Je pense que les Ivoiriens aussi peuvent dire que c'est un Ivoirien parce que l'Empire du Wassoulou a occupé un grand espace en Côte d'Ivoire, jusqu'au centre de la Côte d'Ivoire. Mais je pense que ce qui est important, c'est que c'était un leader remarquable. C'est ce qui m'a intéressé dans mes recherches. Et puis, au-delà de la nationalité, c'est un Africain. C'est un Africain, tout court. Alors, vous décrivez l'Almami Samori Touré comme un personnage historique aux multiples facettes dans votre roman historique, bien sûr. Vous venez d'ailleurs de faire la dédicace de cette œuvre qui a été lue et bien résumée par notre reporter Serge Kolia. On va suivre et en reparler par la suite. Wassoulou, sur les pas de l'Almami Samori Touré, livre 1, est le premier d'une trilogie sur le parcours d'un grand résistant africain. L'auteur Isiaka Diakité Kaba s'appuie sur des données historiques pour romancer les aventures de Samori à travers toute l'Afrique. Par l'intermédiaire de Kemen Bréman et Morifian Diabaté, deux fidèles compagnons de l'Almami, l'ouvrage raconte les conquêtes, les combats menés contre le colonisateur. Le mythe, l'épique et la légende sont utilisés avec pour objectif de découvrir le parcours de ce combattant qui a dominé l'Afrique de l'Ouest. Nous apprenons précisément que la question du Wassoulou n'est pas une question spécifique à un État comme le Mali, à un État comme la Guinée, mais bien plus à la Côte d'Ivoire, d'autant plus que Samori a fait le nord-ouest, le centre de la Côte d'Ivoire, en passant par les villes d'Abakala, de Touba et surtout de Marabadiassa. Marabadiassa qui est en plein centre de la Côte d'Ivoire. Les deux autres romans de cette trilogie viendront bientôt compléter ce travail de recherche mené depuis 2015. L'écrivain totalise 9 œuvres. Isiaka Diakité est enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny et dans des universités aux États-Unis. Voilà, dites-nous, docteur Diakité, qui est Samori au juste? Un résistant ou un conquérant, puisqu'il n'a pas que combattu les Occidentaux? Qu'avez-vous découvert pendant vos recherches? La réponse est difficile à trouver après 3 romans historiques. Je me pose toujours des questions. Je pense que c'est les 3 à la fois. C'est un conquérant qui voulait délimiter un territoire, favoriser le commerce et dominer son environnement. Mais il se trouve que quand les Français venant du Soudan, du Nord, ont essayé de menacer son territoire, il a fallu qu'il se défende. Donc à ce niveau-là, il devient un résistant. Oui. Un farouche résistant. Un farouche résistant, parce que les chroniques coloniales et les Français même qui l'ont combattu ne manquent pas d'éloges à son égard en ce qui concerne sa capacité d'adaptation et sa capacité de résister à leurs agressions. Donc c'est difficile de... Pour moi, c'est un personnage complexe qui revêt tous ses caractères à la fois. Et qui vous a aussi fasciné, vous allez nous dire dans quelques instants pourquoi. Oui. Alors, était-il selon vous prédestiné à devenir le Kélétigui, qui signifie chef de guerre en malinké? Oui. Oh, bon, d'après l'histoire qu'on connaît, sa mère avait été capturée par un clan Cissé et il fallait qu'il essaie de la libérer. Il va passer 7 ans d'esclavage pour pouvoir libérer sa mère et à partir de là... 17 ans, 7 mois, 7 jours. Oui, on aime beaucoup ce genre de chiffres symboliques dans l'espace mandingue. Tout souvent, c'est 3 ans, 3 mois, ainsi de suite. Donc je pense que c'est un chiffre symbolique. Et quand il a réussi à libérer sa mère, il va se transformer petit à petit en guerrier. Parce qu'il était d'abord commerçant, djoula. Et après l'expérience de la captivité de sa mère, il apprend le métier de la guerre et il se transforme petit à petit lui-même en guerrier.
D'après moi, selon ce que j'ai... Selon vos recherches? Oui, selon ce que j'ai conclu, c'est qu'il ne voulait plus être soumis. Donc, en ces temps-là, pour ne pas être soumis, il fallait maîtriser le métier des armes. Donc, il passe du commerçant de Dioula à celui qui maîtrise les armes, oui. D'accord. Alors, Samori Touré fut sans doute l'adversaire le plus redoutable, comme vous le dites, que les colons eurent à affronter en Afrique de l'Ouest. Dites-nous, d'où tirait-il au juste sa force? Bon, d'abord, pour écrire ce roman historique, il a fallu que je combine l'histoire réelle qu'on a sur Samori et les histoires, les légendes, les épopées qu'on raconte un peu partout sur Samori dans toute l'Afrique de l'Ouest. Chacun a un peu un pan d'histoire de l'Almami. Et donc, je pense que sa capacité... Donc vous avez combiné oralité, vous avez combiné écrit. Texte écrit, c'est ce qui fait la particularité d'un roman historique. Je suis prof de littérature et de lettres, donc je n'ai pas la contrainte des historiens qui sont tenus à vérifier certaines choses. Par exemple, les historiens doivent aller, il y a des sources primaires, les sources secondaires, et personne n'ira, à moins d'être un chercheur comme moi, aller acheter un livre d'histoire et s'asseoir le week-end le lire. Alors qu'un roman historique, c'est différent. Il faut que je crée, à partir des données historiques, un espace, des dialogues. J'essaie de créer des sentiments. Mais c'est l'histoire, la substance est réelle? Oui, la substance en filigrane, la substance est réelle. D'accord. Mais il faut que je crée des dialogues autour. En fait, des histoires qui vont captiver. Qui vont captiver. Il faut qu'il y ait une histoire, une aventure que quelqu'un découvre en suivant le personnage. D'accord. Alors, Samori Touré a joué un rôle fondamental dans la généralisation de la traite intérieure. Des historiens même, il y a des historiens qui le qualifient d'esclavagiste. Il n'est donc pas un héros pour certains peuples. C'est en cela le personnage est un peu controversé. En Guinée, il peut être considéré comme un personnage historique très important. Un héros. Un héros. Au Mali, différent. En Côte d'Ivoire, un peu différent. Souvent des régions, l'une à côté de l'autre, considèrent le personnage tantôt un héros, tantôt un sanguinaire. D'accord. Donc, qu'est-ce qui vous a fasciné chez lui? Allez-y. Ce qui m'a fasciné, il a pu organiser son espace. Sur le plan de l'éducation, il a vulgarisé l'enseignement islamique. Il a envoyé des imams, des érudits pour encadrer les jeunes. Son nom, l'Almami? Oui, son nom, l'Almami, est un peu controversé aussi parce qu'il y a les grands centres islamiques comme Kankan, comme Kong, ne le considérait pas comme un vrai Almami. Donc, pour revenir à l'organisation de son empire, il y a ce côté éducation, il y a le côté diplomatie. Il réussissait toujours, avant d'attaquer une ville, de créer ce lien diplomatique. Mais en dessous de ce lien diplomatique, il essayait de corrompre l'intérieur de l'espace. Voilà. Alors, docteur Diakité, malheureusement, le temps nous persécute. Oui. Cette dernière question, que retenir? Alors, l'Almami Samori Touré, le héros, le sanguinaire, que retenir? Quelles leçons tirer de sa vie, comme vous le dites, pour penser aujourd'hui, penser P-A-N-S-E-R, oui. Guéri donc, et penser demain? Bon, réfléchir demain. Oui, penser demain, réfléchir demain. Je pense par exemple à sa capacité de s'adapter à l'agression française. Samori va réussir à chercher à reproduire les fusils que les Français avaient, parce qu'ils n'avaient plus accès aux armements du côté de Sierra Leone. Donc il va rassembler les forgerons près d'une montagne aurifère et essayer de fabriquer lui-même des armes. Et pour moi, ça c'est extraordinaire. Il y a 100 ans, il le faisait. De nos jours, on peut essayer de le faire, reproduire les nouvelles technologies. Et il y a des chercheurs qui existent. Merci beaucoup, Dr Diakité. Merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Demain, 13h, retrouvez Hamza Diaby. Passez une très très belle soirée sur RTI 1. La CAN se poursuit. N'oubliez pas sur RTI 1.